Bonjour à tous. Donc simplement avant de démarrer un petit retour sur la réglementation sur les bilans d'émissions de gaz à effet de serre, puisqu'elle a été modifiée par une ordonnance pour le 24 décembre 2015 qui est entrée en vigueur au 1er janvier 2016, qui finalement va faire une bonne introduction avec le lien entre bilan carbone, transition énergétique, audit énergétique, puisque cette ordonnance elle modifie en fait les périodes de mise à jour des BGS qui avant étaient de 3 ans et qui reste de 3 ans pour les personnes publiques, mais qui passe à 4 ans en fait pour les personnes de droit privé. C'est-à-dire qu'en fait, on va avoir un alignement de la période de mise à jour des BGS sur la période de mise à jour des audits énergétiques obligatoires, puisque comme ce sont deux démarches qui visent les mêmes objectifs, finalement, il y a une certaine logique à faire l'exercice en même temps pour l'efficacité énergétique et les émissions de gaz à effet de serre. Donc ça, c'est un alignement pour les entreprises seulement de la période de mise à jour. Il faut savoir également que pour les groupes qui ont plusieurs entreprises de code NAF niveau 2 identiques, ils pourront maintenant produire un bilan consolidé. Est apparu également dans le cadre de cette ordonnance le montant de la sanction, qui fait extrêmement peur puisque c'est 1 500 € maximum. Il faut par contre savoir que cette sanction n'est pas libératoire. C'est-à-dire c'est pas parce que vous avez payé l'amende que finalement vous n'avez pas à faire votre BGS. Ça dit simplement que vous avez payé l'amende, il faut le faire quand même. Il est évoqué également la suppression de la date butoir, c'est-à-dire qu'avant on disait que le BGS devait être fait avant le 31 décembre. Maintenant ce BGS il doit être fait, point barre, et mis à jour tous les 3 ans personnes morales de droit public, 4 ans pour les entreprises, mais il doit être mis à jour à partir de la première date de réalisation. Et enfin, un changement intéressant, c'est que la collecte des données liées à la communication de ce BGS il est plus nécessaire de le faire sur le site directement de l'entreprise, mais c'est via une plateforme qui est la plateforme ADEME sur les bilans GES. Le décret précisant l'adresse de la plateforme est sorti la semaine dernière. Et donc maintenant, on utilise cet outil pour communiquer son BGES au législateur. Donc voilà pour les quelques modifications de l'ordonnance du 24 décembre qui change pas fondamentalement la façon de faire. Il n'y a pas de modification méthodologique, il n'y a pas grand changement, c'est plutôt un alignement et quelques précisions. Alors, je vais vous parler maintenant de la transition énergétique et de son lien avec le bilan carbone, et notamment pour la partie secteur tertiaire. Donc, il faut savoir que le secteur tertiaire, c'est 44% de la consommation énergétique finale française. Donc, c'est finalement un gros levier d'économie d'énergie et des enjeux très particuliers avec le graphe issu des données du ministère qui nous montre qu'en plus, c'est un secteur qui a évolué à la fois en termes d'augmentation des consommations, puisqu'il y a eu bien 15% d'augmentation des consommations entre 73 et 2012, et surtout la part de ces consommations a évolué puisque la part relative aux produits pétroliers au sens fuel a baissé et on a une augmentation des consommations par exemple de gaz. Donc c'est un sujet qui est intéressant, le secteur tertiaire, parce que il y a des leviers d'économie d'énergie derrière qui vont s'y cacher, et donc de gaz à effet de serre. C'est évidemment vrai aussi pour le secteur industriel et agricole, mais là l'objet de cette intervention c'est plus sur la partie tertiaire. Alors au niveau de la réglementation, comment ça se passe? Un petit rappel du projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte, puisque le nom avait été sujet à discussion. Donc ça a été voté en 2015. Et il y a plusieurs titres en fait qui définissent cette loi relative à la transition énergétique. Donc là, vous les avez tous, je ne vais pas les reprendre les 8 titres. Je vais simplement aller chercher dans les titres là où on a des échos en fait par rapport à cette notion de bilan carbone et de changement climatique. Donc le titre premier, vous voyez les objectifs communs pour réussir cette transition énergétique, renforcer l'indépendance énergétique de la France et lutter contre le changement climatique. Donc là, tout de suite, on a des enjeux très orientés bilan carbone, très orientés efficacité énergétique. Le titre 2 mentionne explicitement la rénovation énergétique des bâtiments. Donc là, à nouveau, économie d'énergie, économie en euros, création d'emplois, baisse des émissions de gaz à effet de serre. Les titres suivants concernent les transports, l'économie circulaire, donc on est évidemment aussi dans ces enjeux-là sur le bilan carbone. Par contre, on l'est moins sur l'audit énergétique, puisque l'audit énergétique peut s'intéresser également au transport, mais globalement, on est quand même plutôt sur une démarche orientée bâtiment.
Et l'économie circulaire est entre guillemets hors périmètre de l'audit énergétique, même si évidemment, quand on va s'intéresser à la stratégie énergétique d'une entreprise, on peut aller vers ces thèmes-là. Par contre, le titre 5 nous parle de favoriser les énergies renouvelables. Donc là, évidemment, quand on fait un audit énergétique, on va chercher à être efficace, à baisser les consommations. Et cette baisse des consommations va nous permettre de faire la place à une production d'énergie renouvelable. Donc ça va être intéressant et ça fait entièrement partie du scope. Le titre 6 sur la sûreté nucléaire, l'information, c'est quand même très indirect. Le titre 7 sur les procédures et l'efficacité, on est un peu plus éloigné. Et puis enfin, le pouvoir d'agir ensemble, voilà, on sort du périmètre de l'audit énergétique direct. Alors ensuite, cette réglementation, elle donne des objectifs chiffrés, alors qui ont beaucoup bougé dans le temps, pas tant sur les ordres de grandeur, mais sur la donnée finale en elle-même. Donc les principaux objectifs, donc là je vous les ai tous mis, y compris sur les déchets, sur les points de recyclage de voitures, de recharge de véhicules électriques. Mais ceux qui nous intéressent sont ceux que j'ai surlignés, c'est la baisse des émissions de 40% en 2030, donc avec une référence 90, le facteur 4 que vous connaissez tous très bien, la baisse de l'énergie finale de moitié par rapport à 2012, donc un objectif à l'horizon 2050. Donc dès qu'on va faire de l'efficacité énergétique, cet objectif-là, c'est un objectif qu'on peut retenir. C'est-à-dire que quand on fait un bilan carbone, on va plutôt se fixer comme objectif le facteur 4. Quand on fait un audit énergétique, on a maintenant cet objectif de réduire de moitié la consommation en 2050. On va chercher à faire baisser également la composition du mix énergétique, puisqu'on veut que les énergies fossiles primaires soient en baisse de 30%. Donc c'est un objectif aussi qui est ambitieux. Augmenter la part des ENR à 32% de l'énergie finale, donc celle qui est consommée par le client, et la porter à 40% dans le cadre de la production d'électricité. Réduire, ou en tout cas ne pas augmenter, enfin c'est bien, l'objectif est bien de réduire de 50% la part du nucléaire, notamment via une non-augmentation du parc électronucléaire français, et engager 500 000 rénovations énergétiques lourdes par an. Donc ces trois derniers points doivent créer 75 000 emplois. Le programme de la transition énergétique, c'est évidemment un montant encore un peu plus intéressant. Je reviens simplement sur l'objectif des 500 000 rénovations lourdes par an. C'est un objectif qui est très très ambitieux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'est pas du tout dans ces ordres de grandeur-là. Il y a un saut d'échelle à faire pour arriver à faire ces 500 000 rénovations. Il y a un saut d'échelle à plusieurs titres. D'un point de vue financier déjà, parce que les rénovations lourdes, on entend souvent par rénovation lourde qu'on va toucher à l'enveloppe du bâtiment. Donc ça veut dire que c'est des investissements qui sont important. Il y a eu des problématiques de saut d'échelle en termes de métier, parce que aujourd'hui, c'est pour ça que d'ailleurs qu'on parle de création d'emplois derrière. Aujourd'hui, si demain il y avait le financement pour faire ces 500 000 rénovations, il manquerait certainement encore de monde pour les mettre en œuvre. Objectif également de rénover l'intégralité du parc immobilier au niveau BBC en 2050. Donc le BBC, je rappelle, qui est le niveau réglementaire d'aujourd'hui. Vous construisez un bâtiment aujourd'hui, vous êtes obligé d'être à un niveau de consommation réglementaire qui est RT 2012. Et du coup, il faut se placer à ce niveau pour le parc existant en 2050. Enfin, donc les points de recharge sur les véhicules électriques, le pourcentage de déchets, augmenter le recyclage des déchets et limiter la puissance nucléaire à 63 gigawatts. Excusez-moi. Ouais. Excusez-moi, petite interférence. Alors ensuite, au niveau obligations réglementaires. Donc il y a deux obligations principales. La première concerne les entreprises, même si elle arrive après, finalement, c'est par celle-ci que je vais commencer. Elle concerne les entreprises de plus de 250 salariés ou qui font un chiffre d'affaires de plus de 50 millions d'euros ou un bilan de plus de 43 millions d'euros. Donc je vous ai mis les textes de loi qui précisent cette obligation réglementaire, ainsi que la norme à laquelle elle fait référence, c'est-à-dire que pour la réalisation de ces audits énergétiques, on a la norme NF 16247 qui fait référence pour la mise en œuvre de ces audits. Donc en 2015, ces audits devraient couvrir au moins 65% de la facture énergétique. Donc la porte d'entrée de l'audit, c'est combien je paye de facture énergétique. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur une entrée kilowattheure, on est d'abord sur une entrée euro. Ma facture énergétique est de 100, je dois m'intéresser à au moins 65% de cette facture énergétique sur laquelle je dois travailler. Aujourd'hui, en 2016, une entreprise qui se lance dans la démarche, elle doit s'intéresser à 80% de sa facture énergétique.
Alors ensuite, cet audit, il est à mettre à jour tous les 4 ans. Donc là, on comprend le lien avec l'ordonnance du 24 décembre, puisque tous les 4 ans, il faudra reproduire l'exercice. Et quand le décret d'application est paru, il fallait le remettre avant le 5 décembre 2015. Et il y a eu une modification également, puisque maintenant on est sur le 30 juin 2016. Alors, la législation dit qu'on a dû engager la démarche avant le 5 décembre 2015 pour être en conformité, même si on le remet qu'avant le 30 juin. Il faut savoir qu'on a la possibilité d'être exempté d'audit si on est engagé dans une démarche ISO 50001. Donc ça, c'est pour valoriser les entreprises qui sont engagées dans ce type de démarche. Puisqu'évidemment, l'ISO 50001, donc je rappelle, c'est le système de management de l'énergie et qui donc va avoir pour objectif de cadrer un petit peu la gestion de l'énergie, les plans d'action, les plans de mesure, l'efficacité énergétique au sein de l'entreprise. Alors la pénalité en termes de non-réalisation de l'audit énergétique obligatoire, c'est pas du tout le même ordre de grandeur que le BGES, puisque le BGES c'est très faible pour pas dire autre chose. Là, on est sur une pénalité de 2% du chiffre d'affaires de l'entreprise. Donc, on voit que les entreprises concernées sont entre autres celles qui font plus de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, ça veut dire une pénalité d'1 million d'euros. Ça commence à être assez dissuasif et 4% en cas de récidive. Donc, il y a vraiment un intérêt, surtout que l'ordre de grandeur d'un audit énergétique, c'est évidemment pas en millions d'euros. Donc, il y a quand même un vrai intérêt, entre autres parce qu'il y a des économies d'énergie et donc d'euros qui vont se dégager à la clé. Il faut savoir que pour les entreprises qui ont un parc important, notamment les entreprises du tertiaire qui vont avoir un parc d'agences, par exemple, les banques ou les magasins, vont pouvoir échantillonner. Et donc, quand on a des activités similaires, on peut se permettre de ne pas auditer tout le parc, mais d'aller dans le détail seulement de certains sites. Et donc, la règle qui est définie, c'est on prend la racine carrée du nombre de sites qu'on arrondit à l'entier supérieur. Donc, voilà, vous avez 16 sites, vous devez en faire 4 dans l'échantillon. Et après, vous devez extrapoler en fait les conclusions de l'audit sur la totalité du patrimoine. Alors, il existe également une autre obligation qui est un petit peu moins connue pour les copropriétés. Donc, c'est issu des lois Grenelle. Alors, la slide passe pas très bien, c'est pas très grave. Donc, on est dans la poursuite du Grenelle de l'environnement, on est dans les objectifs de facteur 4, et c'est pour les copropriétés qui ont plus de 50 lots. Donc, par lot, on n'entend pas forcément par logement. C'est-à-dire qu'une copropriété qui aurait 30 appartements et 30 caves, ça fait 60 lots. Donc, ça veut dire que ça concerne quand même de l'ordre de 50 000 copropriétés. Et il faut qu'elles aient qu'elles aient engagé la démarche et qu'elles la réalisent avant la fin de l'année 2016. Donc, on considère qu'il n'y a pas encore 10% des copropriétés qui ont fait leur audit énergétique. Donc ça, c'est un vrai sujet. Par contre, c'est un sujet qui est un petit peu plus difficile puisque le fonctionnement des copropriétés, on travaille donc avec un syndic de gestion et un syndicat des copropriétaires qui se réunit en général une fois par an. Et donc, on a besoin que l'audit énergétique soit voté en assemblée générale de copropriété. Donc, c'est une fois par an. Ça veut donc dire que si l'audit, par exemple, n'a pas été voté l'année dernière, il ne peut pas être réalisé cette année. Ou si l'AG de copropriété a été réalisé en janvier, pour pouvoir le faire, il faudra voter en janvier de l'année prochaine. Donc, il y a une inertie qui fait que c'est un petit peu plus compliqué. Par contre, il y a cette obligation pour les copropriétés de plus de 50 lots et un chauffage collectif. C'est-à-dire que si les appartements sont chauffés en individuel gaz ou individuel électrique, elles ne sont pas concernées par la réglementation. Donc on voit que cette transition énergétique, elle va imposer des audits énergétiques obligatoires et elle va ensuite servir en fait les démarches de bilan carbone et complémentaires. Alors ce que je vous propose, c'est que je vais vous poser une question, un petit sondage rapide suite à ces enjeux sur la partie réglementation, sur savoir est-ce que votre entité, celle à laquelle vous appartenez, vous considérez qu'elle est déjà engagée dans la transition énergétique, donc votre ressenti pour voir si c'est quelque chose qui est déjà appliqué ou pas. Donc je vous laisse répondre, on va prendre quelques secondes. Donc bon, c'est bien. On voit que vous n'avez pas encore les résultats. Moi, je les vois au fur et à mesure. Donc, je vous laisse encore quelques secondes pour voter. Donc voilà, je vais clore le sondage parce que la tendance est assez marquée. Donc le résultat du sondage, je le partage avec vous. On a 75% des participants qui considèrent que l'entreprise est engagée dans la transition énergétique.
Donc ça, c'est très bien parce qu'on voit que c'est un enjeu réglementaire certes, c'est un enjeu sociétal par rapport aux enjeux du changement climatique, aux enjeux de la facture énergétique. Donc c'est important. 15% qui considèrent qu'ils sont pas engagés, donc il y a encore des gens à mettre en mouvement sur cette thématique-là. Et la question, j'avais mis la réponse volontairement, je suis pas sûr. Ça c'est une réponse qui est particulièrement intéressante parce que ça veut dire que finalement la notion de qu'est-ce que la transition énergétique, elle n'est pas forcément si claire et évidente que ça, et donc il y a peut-être des entreprises ou des collectivités qui font des choses, mais qui finalement sont pas sûres d'être sur la bonne voie. Donc voilà, c'est intéressant, mais c'est plutôt rassurant de voir que tout le monde est bien et quand même globalement se sent concerné. Donc je reprends la présentation. Tac. Alors, quelle différence entre bilan carbone et audit énergétique? Il faut pas les voir comme des démarches qui sont en contradiction. C'est plutôt des démarches qui sont complémentaires avec des périmètres qui sont déjà un petit peu différents. C'est-à-dire que l'audit énergétique, on est vraiment au départ sur une problématique d'énergie, comme son nom l'indique. Énergie au sens large qui peut inclure les transports, et ça c'est une notion qui est un petit peu nouvelle. C'est-à-dire qu'il y a 5 ans, quand on faisait des audits énergétiques, on était surtout orienté très bâtiment, très site. Et la partie transport émerge de plus en plus. On va forcément s'intéresser au process aussi, parce que le process consomme de l'énergie, donc ça va être un levier d'économie. Alors que le bilan carbone, lui, il va certes intégrer l'énergie et le process, mais il va intégrer également toute la matière première des intrants, l'ensemble des déplacements de l'entreprise, donc domicile de travail, professionnel, visiteur, toute la logistique amont et aval, les déchets, les immobilisations et l'utilisation à la fin de vie des produits. Donc l'utilisation des produits, par exemple, c'est intéressant. Parce que si vous faites un audit énergétique d'une entreprise qui fabrique des ordinateurs, dans l'audit, on n'a pas forcément les consommations des ordinateurs quand ils sont mis sur le marché, alors que le bilan carbone va le prendre en compte. Donc c'est une vision un peu plus exhaustive, avec une cible donc pour l'audit énergétique qui est très orientée efficacité énergétique, et les gaz à effet de serre sont un bénéfice. C'est-à-dire que c'est un bénéfice collatéral, on réduit les consommations énergétiques, donc mécaniquement on réduit les émissions de gaz à effet de serre. Le bilan carbone, lui, il est très orienté tout de suite gaz à effet de serre et implicitement énergie, puisque 85% des émissions de CO2 sont liées à des consommations de pétrole, charbon ou gaz. Donc finalement, faire un bilan carbone, c'est presque faire un espèce de macro-audit énergétique sur l'ensemble du fonctionnement de l'entreprise, avec une entrée gaz à effet de serre, mais qu'on connecte très rapidement à l'énergie. Bilan carbone, on a une notion un peu plus stratégique, même si l'énergie est stratégique dans les entreprises, mais bilan carbone, on va parfois questionner le business model de l'entreprise, on va questionner sa façon de travailler, sa façon de produire, ses fournisseurs, sa matière première, des sujets beaucoup plus vastes. Alors, en termes de gestion de projet, l'audit énergétique, on se concentre sur l'énergie, donc c'est une gestion de projet qui est plus réduite. Évidemment, on essaie de mobiliser la direction sur ces enjeux-là, mais on va solliciter en fait les équipes après moyens généraux, maintenance, et on va travailler avec eux. Le bilan carbone, on va solliciter beaucoup plus large, les ressources humaines, le bureau d'études interne, la gestion des déchets, les acheteurs, enfin une gestion de projet plus globale. La mise en œuvre de l'audit est plus directe, puisqu'une fois qu'on a fait l'audit, il y a des actions qu'on va pouvoir mettre en œuvre tout de suite, éventuellement passer en étude de faisabilité, étude d'exécution, alors que le bilan carbone, on va certainement avoir besoin d'approfondir des postes. Par exemple, le bilan carbone va identifier qu'il y a des économies sur la logistique ou sur l'énergie, et il faudra certainement faire un audit énergétique pour la partie énergie et un audit de la logistique par un logisticien. Les économies de l'audit énergétique sont plus directes. J'économise les énergies, j'économise tout de suite sur ma facture. Bilan carbone, on peut avoir quelques effets directs, mais on est plutôt sur de l'indirect, c'est-à-dire je vais mettre en œuvre des actions qui, à terme, sur mes déplacements domicile-travail, par exemple, l'entreprise n'économise pas directement. Par contre, en améliorant les déplacements de ses salariés, elle augmente leur pouvoir d'achat et donc, indirectement, elle en bénéficie. En termes d'outils, bilan carbone, c'est le fameux tableur que tout le monde connaît maintenant. Il existe aussi des solutions logicielles, mais qui globalement reprennent le fonctionnement du tableur. Alors que sur l'audit énergétique, on peut aller jusqu'à de la modélisation informatique, donc notamment tout ce qui est simulation thermique dynamique. Et puis, de plus en plus, on va vers la maquette numérique et le BIM. Donc, on n'est pas encore en phase audit, mais comme on y est maintenant pour la phase conception-réalisation, en tout cas, c'est ce vers quoi on va. On voit que l'audit s'informatise de plus en plus.
En termes de matériel, un audit énergétique, un énergéticien, il a des enregistreurs de température, il a des caméras infrarouges, il a des débitmètres, il a des pinces ampérométriques. En fait, on va instrumenter le site pour obtenir des données réelles. Ce qu'on fait pas du tout, ou cas exceptionnel dans le cadre d'un bilan carbone, où là, plutôt on se base sur les données liées à l'activité, liées aux données collectées dans l'entreprise, mais on n'instrumente pas l'entreprise pour faire un bilan carbone. En termes de précision, du coup, le bilan carbone, on est un peu plus macro, donc on est plutôt sur une vision globale avec une incertitude significative, mais qui n'empêche pas la lecture. L'audit énergétique, on est quand même beaucoup plus précis, puisqu'on a ces outils de modélisation, on a ces enregistrements, on a de la donnée qui est plus fine. Aussi parce que historiquement, l'énergie est une donnée qui est suivie de manière bien plus importante dans l'entreprise que les déplacements, par exemple. Alors, qu'est-ce que ça nous apporte, ces démarches-là, en termes de solutions? Évidemment, s'il y avait une recette toute faite de un bilan carbone, c'est ça qu'il faut faire, un audit énergétique, c'est ça qu'il faut faire, je pense que on se poserait pas toutes ces questions-là. Évidemment, il faut adapter à chaque bâtiment, à chaque entreprise, les solutions qu'on va proposer. L'audit énergétique va forcément s'intéresser à l'ensemble des composantes qui font la consommation énergétique d'un bâtiment, que ce soit l'enveloppe thermique, donc en gros le bâtiment, ses pertes statiques par l'isolation, ses pertes dynamiques par le renouvellement d'air. Et là, j'attire votre attention sur le fait que, contrairement aux idées reçues, il n'y a pas que l'isolant qui fait la performance d'un bâtiment. Quand vous avez un bâtiment comme l'INRA par exemple, où vous avez des laboratoires avec des Sorbonnes qui vont renouveler l'air de manière très importante, les pertes par renouvellement d'air peuvent être très largement supérieures aux pertes par l'isolant. Et dans ce cas-là, ça ne veut pas dire qu'il faut pas isoler, mais ça veut dire que l'économie, elle n'est pas sur l'épaisseur d'isolant, elle est plutôt sur le traitement d'air, sa régulation, son fonctionnement et éventuellement la récupération d'énergie sur laquelle on peut travailler. Donc l'audit va s'intéresser également aux chaufferies, production de chaleur, aux équipements de distribution, de régulation. Il va évidemment s'intéresser au potentiel d'énergie renouvelable, à des leviers qui sont intéressants et qui sont souvent oubliés, qui sont tout ce qui est exploitation, maintenance des installations. On oublie très souvent que la conduite de l'installation peut être un facteur très important d'économie d'énergie. C'est rapidement de quelques pourcents à parfois 15 à 20% sur certaines installations. Le contrat d'exploitation est aussi un levier d'économie d'énergie, puisque vous pouvez inscrire dans votre contrat que vous allez chercher à faire des économies et intéresser votre exploitant à ces économies d'énergie. Donc il y a un intérêt financier mutuel entre le maître d'ouvrage et l'exploitant à faire des économies d'énergie. Il y a évidemment des sauts technologiques qui peuvent être possibles, du process, mais donc tout ça très orienté énergie et l'ensemble de la filière. Bilan carbone, on a une approche un peu plus macro, donc le bilan carbone peut amener en termes de solutions, si l'énergie représente 30% de votre bilan carbone, d'aller vers un audit énergétique qui va être le spécialiste en fait et va préciser vos économies d'énergie possibles. Le bilan carbone, évidemment, est friand des énergies renouvelables, mais il va aller au-delà. Il va également s'intéresser au plan de déplacement d'entreprise, à l'éco-conception, à l'évolution du business model, au sourcing, la logistique. Enfin là, la liste, évidemment, n'est pas une liste fermée. Il y a tout un tas d'actions possibles à mettre en œuvre. Donc, un exemple de résultat d'audit énergétique, vous avez la colonne de gauche, c'est le scénario actuel. Donc, on voit que sur ce bâtiment, ça, c'est des logements sur lesquels on voit la répartition des besoins, des murs, des ponts thermiques, des ouvertures, de la ventilation. Et puis en fait, on va scénariser. Donc vous avez 3 scénarios qui permettent de réduire de 20 et quelques pourcents à près de 60% les consommations énergétiques. Donc vous voyez, sur ce bâtiment-là, l'audit énergétique nous amène à le facteur 2 que mentionne la transition énergétique. Là, on y est. Alors évidemment, sur le facteur 4, il faudrait baisser encore un petit peu, mais là, le facteur 2, on peut y être. Un autre exemple de ce qu'on peut faire avec un audit énergétique, c'est sur ce bâtiment qui est une usine en fait, sur laquelle on a modélisé en simulation thermodynamique. Alors graphiquement, ça casse pas 3 pattes à un canard, mais techniquement c'est très intéressant puisqu'on modélise en fait l'ensemble des pièces et des zones de l'usine avec les centrales de traitement d'air auxquelles elles sont rattachées. Et la simulation thermodynamique va nous aider à connaître les consommations de renouvellement d'air. Puisque dans ce cas très précis, les centrales de traitement d'air qui sont alimentées en chaud et en froid, on n'a pas de compteur par centrale de traitement d'air. On a de l'ordre de 300 000 m3 de puissance de renouvellement, donc c'est significatif. Et comme on manque de comptage, le fait de pouvoir modéliser pièce par pièce et CTA par CTA, c'est l'outil informatique qui va nous aider à finalement connaître les consommations énergétiques.
Alors que le bilan carbone, lui, donc ça c'est un profil de bilan carbone tel qu'on peut en rencontrer, il peut évidemment être très différent, mais on voit qu'on a l'ensemble des postes du bilan carbone et des potentiels d'économie de gaz à effet de serre et donc indirectement d'énergie par poste, mais on n'a pas la même précision et le même niveau de détail. Alors là c'est une synthèse, on peut ensuite dans chaque poste aller vers plus de détails, mais en tout cas on n'a pas par exemple la modélisation informatique proposée par la simulation thermodynamique. Donc on voit sur ces deux slides entre l'énergie, l'audit énergétique qui se concentre exclusivement sur les besoins en énergie et le bilan carbone qui lui a une vision plus globale et plus macro, et on voit bien que ces deux notions sont absolument pas en contradiction, elles sont au contraire complémentaires et on a une différence d'échelle. Par contre, elles s'inscrivent bien toutes les deux dans le cadre de la transition énergétique. Alors, comment j'ai fait un bilan carbone il y a quelques années, je suis concerné par l'audit énergétique réglementaire ou j'ai envie de faire l'audit énergétique, ou j'hésite entre les deux démarches, comment je m'y retrouve? La question qu'il faut se poser, c'est quel est l'objectif? Si mon objectif, c'est de faire tout de suite des économies financières, il faut se poser la question, est-ce que l'énergie est un poste important de mon bilan? Si oui, mécaniquement, si votre bilan fait 2 millions d'euros de facture énergétique, forcément, vous voulez faire des économies financières, il y a des choses à aller chercher là-dessus. Si vous voulez faire de la stratégie, vous posez des questions sur le fonctionnement de votre entreprise, comment elle est positionnée par rapport à ses produits, par rapport à son marché, comment elle évolue, l'audit énergétique ne vous amènera que l'éclairage énergétique. Donc si vous êtes un aciériste, c'est certainement un très bon éclairage prioritaire. Par contre, si vous êtes dans le tertiaire, c'est peut-être plutôt une approche bilan carbone qui va vous aider à comparer votre impact énergétique et votre impact déplacement, par exemple, qui est un poste qui revient souvent, qui va vous montrer aussi les enjeux liés à vos achats. Qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que vous voulez piloter l'entreprise? Est-ce que vous voulez mesurer, évaluer? Donc, en fonction de la réponse à cette question, on va plutôt réfléchir à une approche audit énergétique ou plutôt une approche bilan carbone, mais ça dépend vraiment de cet objectif et du niveau de détail qu'on veut avoir. Si je veux être très précis, c'est plutôt l'audit énergétique et je serai très précis sur l'énergie. Si je veux plutôt être vision globale, nous on recommande plutôt bilan carbone parce que on va avoir une vision comme ça exhaustive. Donc voilà. Après, je le redis, mais si vous faites un audit énergétique au sein d'un bilan carbone, c'est très bien parce qu'il va être le spécialiste de votre poste énergie et c'est lui qui va gérer le plan d'action du bilan carbone sur l'aspect énergie. Et si vous avez fait un audit énergétique et que vous voulez faire un bilan carbone, vous allez simplement élargir le scope de visibilité que vous avez sur votre activité. Donc c'est vraiment deux approches qui sont complémentaires et idéalement qu'il faut mener au sein des entreprises et collectivités. Et ben voilà, c'était une conclusion que j'ai un petit peu anticipée. Donc ce qu'il faut aussi retenir, c'est que les objectifs sont communs. Même si on a tendance à se dire audit énergétique, c'est que l'énergie, bilan carbone, c'est les gaz à effet de serre. En fait, quand on compte l'énergie, on compte les gaz à effet de serre. Quand on compte les gaz à effet de serre, on compte l'énergie. Donc de toute façon, on parle bien de la même chose, on a les mêmes objectifs, les mêmes finalités. Seule l'échelle est différente. Et il y a évidemment des économies financières qui se dégagent à la clé. Alors il y a aussi des investissements, il n'y a pas que des économies qui tombent comme ça. Mais à plus court terme pour l'audit que pour le bilan carbone, mais dans tous les cas, c'est pertinent. Donc voilà un petit peu pour ce panorama entre la transition énergétique et comment le bilan carbone et l'audit se situent. Donc je vous propose, on va prendre quelques questions et puis ensuite je passerai la main à Frédéric qui nous présentera les enjeux relatifs à la transition énergétique et le retour d'expérience qu'Alinera sur ce sujet-là. Donc je vais passer la main à Beidi qui va pouvoir me faire part des questions que vous avez pu proposer. Merci Olivier. On a pu observer quelques questions que vous avez posées pendant la présentation. La première, c'est que est-ce que l'audit énergétique est-il aussi une obligation pour les collectivités? Alors la notion d'obligation pour les collectivités au sens réglementaire, non, puisque c'est les entreprises morales de droit privé. Donc il n'y a pas d'obligation réglementaire pour les collectivités. Par contre, il y a un intérêt puisque les collectivités possèdent un patrimoine qui est souvent conséquent. Avec une facture énergétique, on a eu l'occasion de faire de nombreux bilans carbone de collectivités. Ça représente souvent un des premiers postes de leur bilan carbone. Donc premier poste de dépense, premier poste d'émissions de gaz à effet de serre. Donc ça permet en fait l'audit énergétique de traiter ce sujet-là et d'aller chercher des économies financières à la clé. Je profite également de la question pour signaler que là le prix du pétrole est très très bas, donc ça arrange tout le monde.
Et pour nous, c'est une opportunité, en fait, le prix du pétrole bas, même si c'est bien quand il est haut parce que ça oblige les gens à agir. Mais là, comme il est bas, ça dégage des marges financières, puisque du coup, la facture énergétique baisse. Et ces marges financières peuvent être mises à profit d'investissements nécessaires pour la transition énergétique. Je pense qu'on est à peu près tous convaincus que le pétrole bas ne va pas durer. Donc là, les marges financières qui vont être dégagées par ce pétrole bas, il me semble très pertinent de chercher à les investir dans la transition énergétique. Pour la petite parenthèse. Merci à Olivier pour cette réponse. La deuxième question est que quelles sont les conséquences si aucun audit énergétique n'est fait par les parties d'une copropriété? C'est une bonne question. J'avoue que je n'ai pas en tête la sanction sur l'audit, sur la réglementation copropriété. Il doit y avoir quelque chose. Je vous propose, on donnera la réponse a posteriori parce que j'ai pas la réponse de tête là. D'accord. Et pour la troisième question, en fait, on a vu pas mal de retours sur l'obligation réglementaire de l'audit énergétique. Les gens se posent la question, quelles sont les conditions nécessaires pour réaliser un tel audit énergétique? Est-ce qu'on a besoin d'au moins 250 salariés ou est-ce qu'on a besoin d'un chiffre d'affaires qui soit supérieur à 5 millions d'euros? Ou est-ce que ces conditions sont toutes nécessaires ou seulement... Ouais. A priori, c'est le ou, donc il faut remplir une des conditions. Par contre, c'est vrai qu'il y a eu plusieurs communications là-dessus. Dans le texte réglementaire, c'est le ou. Il y a eu des communications sur le fait que c'était le et. Donc ça, c'est pas tout à fait clair. Nous, on privilégie plutôt le ou parce qu'au-delà des aspects purement faire de l'étude, les entreprises qui ont ce type d'enjeux-là et de chiffre d'affaires sont forcément concernées. Mais c'est vrai que les interprétations sont différentes. Je sais qu'en discutant avec des confrères, on n'avait pas tout à fait la même interprétation. Donc dans la réglementation, c'est le ou. Après, il y a une communication. Donc là, c'est un point à trancher également. Ce que je vous propose, c'est qu'on va peut-être garder les autres questions pour y répondre après, pour qu'on ait le temps que Frédéric de l'INRA puisse nous présenter le retour d'expérience de l'INRA sur la transition énergétique. Alors, je te passe la parole et je vais pouvoir présenter si tout va bien.